Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de Politique l'invité aujourd'hui au Mali, le paysage politique malien qui s'enrichit d'une nouvelle alliance, l'Action républicaine pour le progrès, l'ARP qui est la conjonction d'une dizaine de partis politiques, d'associations et de mouvements. L'ARP, une alliance présidée par Tcheman Hubert Koulibaly, que nous recevons justement sur ce plateau comme invité. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. Pourquoi ARP, justement? Nous avons créé ce nouveau pôle au sein de la majorité qui s'appelle l'ARP. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, l'agenda politique qui est le nôtre dans le contexte malien nécessite que des identités s'affirment, nécessite que des positions puissent être prises sans compromission, nécessite aussi de la clarté. Et nous pensons qu'en construisant ce nouvel outil d'expression et d'action politique, nous pouvons gagner en efficacité. Efficacité dans notre contribution au débat politique, mais aussi et surtout efficacité dans l'accompagnement dans lequel nous sommes engagés pour le président de la République et le gouvernement. Il y a aussi une nécessité de cohérence. Je vous ai parlé de notre agenda politique national qui est nourri par les prochaines concertations, débat national, dialogue inclusif, selon, vous pouvez choisir le nom que vous voudrez. Et nous avons un agenda électoral qui attend. Nous avons le débat constitutionnel, il y a les réformes territoriales, il y a aussi les questions liées à la mise en œuvre rapide de l'accord pour la paix et la réconciliation. Il y a des questions de cohérence nationale, de cohésion nationale, des questions qui sont liées à l'existence même de notre pays, quand on voit tout ce qui se déroule comme dynamique au centre du pays, y compris le sud d'ailleurs aussi, on peut en parler. Tout cela, je crois, impose aux acteurs politiques de tracer des voies claires pour avoir une adhésion populaire. Si vous voulez qu'un large mouvement populaire se fasse autour des nécessités du moment, vous devez avoir de la cohérence. Vous devez avoir de l'efficacité dans l'action sur le terrain. Et c'est pour ça que nous avons estimé qu'après l'élection du président de la République, qui était l'objectif premier de Ensemble pour le Mali, cette élection ayant réussi avec brio, et après la main tendue du président lui-même aux forces d'opposition, la formation d'un gouvernement qui comprend des acteurs venant de formations politiques qui, il n'y a pas longtemps, étaient plutôt opposés au président de la République et à sa majorité, nous pensons qu'aujourd'hui, le moment est venu de tracer des chemins, pas opposés, mais des chemins différents, pour que toutes les expressions puissent être portées de manière efficace. Oui, mais M. Koulibaly, c'est quand même facile, hein, c'est quand même trop facile. Vous avez cheminé dans une coalition qu'on appelle EPM et vous venez d'énumérer un certain nombre de bienfaits que l'ARP va apporter. Est-ce que toutes ces choses-là, toutes ces bonnes choses-là dont vous parlez, ne se retrouvaient pas dans l'EPM, qui est votre ancienne coalition? C'est quand même facile de quitter une alliance pour créer une autre, non? Non. Déjà, je voudrais que vous observiez que dans notre nouveau pôle, il y a des partis qui n'étaient pas membres des PM. Je vais vous citer le PMDS, le Parti malien pour la démocratie sociale, n'était pas membre des PM. Mais il soutenait le président Ibeka, Katra. Bien sûr. Le parti Mouvement Mali Émergence était un parti d'opposition qui aujourd'hui rejoint notre pôle, y compris pour soutenir l'action présidentielle et l'action gouvernementale. C'est vous dire qu'à l'intérieur de la réflexion que nous avons nourrie pour lancer ce nouveau pôle-là, il y a des points de convergence qui vont au-delà de la simple élection présidentielle.
Ouais, justement, vous avez parlé de cohérence. Et la cohérence, il ne peut pas y avoir deux majorités, il ne peut pas y avoir deux alliances, une majorité dans la majorité. Sinon, qu'est-ce qui va vous différencier de Ensemble pour le Mali, M. Coulibaly? Il faut concevoir la majorité comme plurielle. Il n'est pas dit que tous les éléments de la majorité ont une identité absolument, on va dire, soluble l'une dans l'autre. Il y a des différences dans la majorité. Et je vous dis, le principal objectif d'Ensemble pour le Mali était la réélection du président de la République. Cela a été fait et ça a été bien fait. Aujourd'hui, nous amorçons une étape qui porte des enjeux différents, des enjeux qui transcendent de loin l'élection présidentielle. Le président lui-même a donné l'exemple en tendant la main à l'opposition. Ça, je vous le dis, ne l'oubliez jamais. Cela crée un contexte politique nouveau. Et puis, je veux vous dire, est-ce que nous pouvons être certains que toutes les questions qui vont être débattues lors du futur débat national présentent une homogénéité de point de vue au sein de ce qu'on désigne aujourd'hui comme la majorité? Nous ne pensons pas exactement la même chose. Je vais vous prendre un exemple qui est peut-être un peu loin de nous encore. Le mode de scrutin pour l'élection des députés. Aujourd'hui, nous avons un système majoritaire. Beaucoup militent aujourd'hui pour le système proportionnel. Et cela n'emporte pas l'adhésion, y compris au sein de la majorité présidentielle. C'est juste un exemple, mais il y a beaucoup d'autres choses qui, en termes de débat, pourraient opposer ceux qui se sont réunis pour élire le président de la République. Et si tel est le cas, il faut que cela s'exprime aussi, il faut que cela soit clair. D'accord. Par la mise en place de l'ARP, quand même, il y a une question de timing. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Tout cela intervient dans un moment post-formation du gouvernement. On a l'impression qu'il y a eu des frustrations post-formation de ce gouvernement. Par exemple, on se pose la question, si l'UDD était membre de l'attelage, est-ce que l'ARP aurait vu le jour aujourd'hui? Absolument. Absolument. La naissance de l'ARP procède d'un agenda de travail qui a commencé il y a longtemps. Je vous ferai remarquer que l'UDD a quitté le gouvernement au mois de septembre dernier. Ça fait déjà bien longtemps. Mais nous sommes au travail, nous sommes à la réflexion pour ce projet-là il y a bien longtemps. Moi, je vous ferai remarquer que déjà, pendant le premier mandat du président de la République, quand il y avait la CMP, l'UDD avait créé un pôle à côté qui s'appelait l'AFD. Et cela aussi avait suscité beaucoup de commentaires. Mais nous avons apporté la preuve qu'en étant différents, nous pouvions travailler dans le même sens. Vous savez, la majorité, il faut la considérer comme une armée. Et dans l'armée, vous avez des armes différentes. Vous avez l'armée de terre, vous avez l'armée de l'air, et d'autres. Vous avez des spécialités telles que le génie. Mais tout cela concourt à la défense de la même nation. Donc il ne faut pas aujourd'hui Quelle armée? Est-ce que c'est l'unité d'élite ou... Nous verrons quand nous allons commencer le débat, quand nous allons commencer à travailler. Je pense que ceux qui vont nous observer pourront donner leur appréciation là-dessus, si nous serons une troupe d'élite ou pas. Mais je dis qu'il faut avoir le courage de porter les différences et de les exprimer. Il n'y a aucun mal, contrairement à ce que certains disent. Il y a certains qui veulent réduire notre action à une question de frustration, des préoccupations subjectives et tellement légères. Mais c'est au-delà de ça. C'est un projet qui est beaucoup plus sérieux, qui s'adresse à la recomposition inévitable du paysage politique de notre pays. Il faut considérer ça ici. Ok, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'est une alliance qui a suscité vraiment beaucoup de commentaires. On n'aime pas trop s'appesantir sur les divergences personnelles. On dit que Tchema Iber Coulibaly a eu maille à partir avec Dr Bokari Treta, et qu'avec le président Ibeka lui-même, qu'il avait proposé un certain nombre de postes de souveraineté. Et voilà, et ça n'a pas été acté, il a mené la fronde. Ça, ce sont également des commentaires qu'on entend à Bamako. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Moi, je n'entrerai pas dans le secret de mes conversations avec les uns et les autres, encore moins avec le président de la République, mais cela est totalement faux. Je vous dis, nous aurions été dans le gouvernement du docteur Boubou Cissé, que nous aurions porté exactement le même projet. Parce que ce n'est pas un projet
contre le gouvernement, ce n'est pas un projet contre le président de la République. Tout au contraire, c'est un projet pour le Mali. Et aucune logique de majorité ne peut nous amener à bâillonner l'expression qui est la nôtre. Ça, ce n'est pas possible. Et il faut d'ailleurs considérer ça de manière positive. Il est loin le temps des majorités univoques, des majorités où l'expression est cantonnée dans une seule logique. Aujourd'hui, la pensée dominante doit être celle de l'expression plurielle. Il s'agit de faire face à des questions, de leur trouver des réponses, des questions qui appellent la survie de notre pays. C'est cela. Donc on ne peut pas, dans un tel contexte, imaginer qu'ayant senti des différences, identifier même des différences quant à l'approche, quant à l'idéologie par rapport à un certain nombre de problèmes, on ne peut pas imaginer que nous restions silencieux ou que nous décidions de brider notre élan et d'enterrer tout espoir de lancer des initiatives que nous estimons être porteuses pour le Mali. C'est ça. Mais c'est dommage. L'action politique, c'est quelque chose de très sérieux, surtout en des moments pareils au Mali. Je trouve extrêmement dommage que des commentaires portant sur des aspects tellement subjectifs dominent le débat. Bon, ça aussi, ce sont les réseaux sociaux. Il ne faut pas y accorder beaucoup plus d'importance que ça. L'UDD est la figure de proue de cette alliance. Non. Bon, vous êtes le président. Non. Je suis le président. Oui. Il y a des partis de très très grande importance. Il y a des leaders politiques de premier plan qui m'ont fait confiance. Oui, mais avec tout le respect qu'on doit à ces partis politiques-là, la plupart sont inconnus au bataillon. Vous pensez que le MPM est inconnu ? Bon, moi, souvent, on travaille beaucoup plus sur les commentaires des Maliens. Mais quand même, l'UDD est une force parmi ces autres forces-là. Est-ce que vous ne craignez pas que vous soyez perçu comme une force concurrente à l'autre majorité présidentielle, par exemple? Alors, si nous sommes concurrents, nous allons concourir dans l'expression d'une certaine loyauté et d'une fidélité à certains principes. Moi, je veux bien être concurrent par rapport à notre loyauté vis-à-vis du président de la République. Je veux bien compétir avec les autres sur le plan de la fidélité aux objectifs et aux valeurs. Ça, je suis d'accord pour engager cette compétition-là. Et ce n'est pas une compétition négative. Pour le reste, je vous dis, il y a des questions extrêmement importantes dont nous allons parler. Le Conseil des ministres dernier a désigné le triumvirat qui va piloter le débat national. Le comité d'organisation a reçu donc son chef, en la personne de l'ambassadeur Diarra. Nous félicitons tout cela pour la confiance qui a été placée en eux et nous sommes prêts à ce débat-là. Et je vous dis, nous sommes en démocratie, le Mali est une démocratie pluraliste. Rien ne nous amènera, aucune logique de camp ou de clan ne nous amènera à brider notre expression. Il faut que cela soit clair. Et après, il y a des élections qui vont être organisées et je vous dis, nous nous battons pour que le scrutin concernant les législatives devienne un scrutin proportionnel pour que la représentation nationale se fasse sur la base de l'équité et de la réalité des forces politiques. Justement, en quoi est-ce que l'ARP pourrait impacter sur les choses, puisque bon, la politique aussi, le soutien au gouvernement, c'est une question de rapport de force, sans minimiser les autres partis politiques. En quoi est-ce que cet apport-là, il pourrait être décisif, et pour le président de la République ou par rapport à l'action gouvernementale? Par la force de nos arguments, notre détermination. Okay. Et l'énergie que nous mettrons dans notre action. D'accord. Après sa nomination, il y a eu un accord de gouvernance, le dialogue politique qui semble en très bonne voie aujourd'hui. Vous avez parlé du Conseil des ministres qui a acté la deuxième prorogation du mandat des députés. Beaucoup de Maliens pensent que c'est illégal, que l'Assemblée nationale en 2019 ne reflète pas la configuration post-présidentielle de 2018. Ce n'est pas illégal. Illégitime. Ce n'est pas ma lecture. Vous savez, nous devons travailler sur la réforme constitutionnelle. Et pour que cela se fasse, il y a un premier élément qui est nécessaire, c'est la loi référendaire. Vous avez sorti réforme constitutionnelle, est-ce qu'il le faut en l'état actuel du Mali? Mais pourquoi pas? À partir de la région de Ségou, l'État n'a aucune mise sur le pays. Vous savez depuis combien d'années nous courons après cette révision constitutionnelle? C'est depuis la fin
du mandat du président Alpha Oumar Konaré. Le président Amadou Toumani Touré, lui aussi, a essayé. Récemment, nous avons eu des raisons d'y aller encore une fois. Donc, toutes les réformes qui sont attendues depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 19 ans. Nous n'arrivons pas à les faire. À un moment donné, il faut y aller. La question de l'insécurité que vous avez tendance à soulever, je ne la nie pas. Mais, pour autant, est-ce qu'il faut abandonner ce qui semble aujourd'hui être une nécessité pour notre nation? Non, il faut d'abord mener le débat concernant la révision constitutionnelle et nous préparer à réunir les conditions pour que le référendum puisse se faire. C'est pour ça que est-ce que le premier débat ne devrait pas être comment amener la stabilité? Mais bien sûr, dans le futur débat national, dans le futur débat national, les questions politiques liées à la stabilisation du pays vont être débattues. Le débat national inclusif ne va pas se limiter à la seule question constitutionnelle. Ça aussi, c'est une différence que nous portons. Il faut parler de la réforme territoriale, il faut parler des enjeux politiques qui aujourd'hui vont conditionner la stabilisation de notre pays, il faut parler des questions sociales, des questions économiques, parce que sans prospérité, vous ne pourrez pas construire la paix. Il faut parler de l'esprit même de nation, parce que notre existence aujourd'hui est menacée. Tout cela, toutes ces questions-là seront abordées lors du futur débat national. Et après, une fois que les Maliens se seront entendus sur l'essentiel, il faudra se battre pour réunir les conditions pour le référendum. Donc, je réponds à votre question. Je ne trouve pas que la mesure qui a été prise soit illégale. Elle est nécessaire. Parce que sans Assemblée nationale, vous n'aurez pas de loi référendaire. Ça me semble clair. Il y a d'autres possibilités. Il peut y avoir une constituante. Le président peut légiférer par ordonnance. Une constituante consisterait aujourd'hui à mettre l'actuelle constitution entre parenthèses. Cela ressemblerait presque à un coup d'État. Parce qu'on a l'impression que les députés, ils sont nommés par les conseils des ministres. En prorogeant deux fois, ils ne sont plus élus, ils n'ont plus la légitimité. Souvenez-vous, en 2012, nous avons fait la même chose quand il y a eu le coup d'État. L'Assemblée a été le centre de la première résistance au coup d'État en 2012. Et nous avons fait la même chose. Le contexte actuel n'est pas le même parce que nous avons un président de la République. Le président est la clé de voûte des institutions. C'est le régulateur suprême. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est lui le constituant délégué. Et il a besoin d'une Assemblée nationale pour que le mécanisme qui va déclencher le processus puisse être mis en route. Donc, prolonger jusqu'au mois de mai 2020, ça laissera le temps. Moi, je comprends très bien les frustrations, les incompréhensions et certaines inquiétudes parce qu'il y a eu une première prorogation et elle n'a pas apporté les résultats que nous attendions. Je le reconnais. Et nous l'avons dit au gouvernement. Il faut que, pour ce coup-ci, tout ce qui est prévu soit dit, le temps dans lequel cela doit se faire soit connu, et que nous ayons les moyens de contrôler pas à pas ce qui va se faire. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas un préalable à tout ça, que l'État s'assume, qu'il reconnaisse qu'il a été incapable de stabiliser le pays pour pouvoir permettre la tenue des élections législatives et locales, au lieu de faire volte-face, puisqu'il est de la responsabilité de l'État, du gouvernement, d'organiser ces élections législatives-là, comme il a pu le faire par rapport à la présidentielle, non? Mais l'État s'assume. L'État s'assume en prenant des décisions pour, à tout le moins, remédier aux effets de l'impossibilité devant laquelle nous nous sommes trouvés. L'État s'assume en provoquant le débat national inclusif. L'État s'assume. Il faut aussi que nous acceptions notre situation de crise. Qu'est-ce que c'est qu'une crise? C'est un phénomène qui apparaît et qui fait que le fonctionnement habituel d'un système est perturbé. Nous fonctionnons en mode dégradé. C'est ça la crise. Et il faut l'accepter. Et l'accepter consiste aussi à reconnaître qu'à certains moments, nous devons prendre des décisions qui peuvent être dérangeantes, mais qui sont nécessaires. Elles sont nécessaires. Moi, c'est ce que je dis. Donc, cette prorogation du mandat des députés, je sais, je l'entends, dans mon propre camp, provoque des grincements de dents. Beaucoup de reproches sont faits au sujet de la première prorogation, qui n'a rien apporté. C'est une vérité. Et il ne faut pas
que la prorogation qui vient d'être décidée crée les mêmes frustrations. Et d'ailleurs, nous ne laisserons pas cela se passer, nous serons très vigilants pour que le programme qui va être défini puisse être respecté et que ceux qui seront à la manœuvre, que ce soit au gouvernement, à l'Assemblée nationale, puissent rendre compte régulièrement de la confiance ainsi renouvelée à nos députés. D'accord, on peut à présent mettre un visage sur le triumvirat qui va conduire le dialogue politique. Ousmane Issoufi Maïga, Aminata Dramane Traoré, Baba Akib Aïdara, vous pensez qu'ils pourront être à hauteur de souhait, ces trois personnes? Ces trois personnes sont des personnes respectables dont l'engagement national n'a jamais fait défaut. Je salue leur nomination. Ce sont des personnes en qui une large partie des Maliens placent leur confiance, tant par les hautes fonctions que ces personnes ont occupées et continuent d'occuper pour ce qui concerne notre oncle Baba Akib Aïdara, mais aussi pour leur ancrage social. Ce sont des personnes qui ont un ancrage social authentique et qui connaissent notre pays. Nous pouvons donc leur faire confiance pour conduire ce débat parce que ce sont des personnes sages, engagées. Et pour les trois, des personnes ayant un parcours de militants pour notre pays. D'accord. Vous êtes homme politique, on est en train de s'acheminer vers la fin de ce court entretien de 26 minutes. Vous êtes homme politique. Certains Maliens ont des réserves par rapport à l'appellation dialogue politique. Ils auraient aimé que ce soit un dialogue national. Est-ce que le triumvirat doit l'intégrer dans sa méthodologie, qu'on parte des hameaux, je pense que moi-même, moi-même j'ai parlé de dialogue national inclusif plusieurs fois pendant notre débat, donc c'est un peu ce que je pense. Nous estimons en effet qu'il faut que, en tout cas pour un certain nombre de thématiques, que le dialogue, que les concertations aillent au niveau, à l'échelon le plus bas. C'est extrêmement important. Pour tout ce qui concerne le centre du Mali, nous devons aller dans les communes, il faut que dans les villages, les Maliens se parlent. Le pardon ne peut pas arriver comme ça, comme un champignon qui pousserait au hasard d'une rosée matinale. Ce n'est pas comme ça. Il faut que ce dialogue-là s'amorce, en tout cas pour certaines thématiques, au moins à un niveau, à un échelon très très bas. Ok. Par rapport à l'ARP, on a commencé l'entretien par rapport à l'ARP. C'est la principale articulation de l'émission. On va terminer également l'entretien par l'ARP. Certains observateurs politiques pensent que Tchema Iber Koulibaly se positionne par rapport à 2023. S'il le voit vrai, est-ce que ce n'est pas un peu risqué de se jeter dans le marigot dès maintenant? L'action politique en elle-même est un risque. Ouais. Ça, il faut le savoir. Et ce que je peux vous dire, l'ARP, il faut compter avec. Il faut compter avec parce que je vous ai dit, nous avons des arguments que nous estimons forts. Nous sommes animés par une énergie très forte. Nous sommes déterminés à ce que notre contribution soit reçue pour le compte du Mali. Pour le reste, j'ai l'habitude de vous dire ici que les hommes ont leur destin. Après, quelle sera la trajectoire des uns et des autres, Dieu le sait. Mais, une chose est sûre, quand on est engagé au niveau où je suis engagé, il est certain qu'à un moment donné, on se prépare pour l'étape suprême. C'est évident. Le nier serait faire de la langue de bois. Cela dit, Dieu seul sait qui sera quoi, à quel moment. Dieu seul le sait. Pour l'instant, nous faisons notre travail, donc l'ARP est une force avec laquelle il faudra désormais compter. D'accord, ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce court entretien avec Tchema Iber Koulibaly, président de l'ARP, l'Action républicaine pour le progrès, les objectifs, les motivations de l'ARP et puis son cheminement étaient les centres d'intérêt de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouver Robert Dissa qui va justement animer un débat sur la prorogation du mandat des députés. Restez sur Africable Télévision. À très bientôt. Merci.